Je veux avant tout remercier les services de la ville, sans en oublier. Que ce soit le service fêtes et manifestations, que ce soit les services techniques, qui sont tous représentés ce soir ici par leur directeur, la police municipale ainsi que les ASVP, le service du protocole, le service de la communication, dont la directrice arrive tranquillement, mais elle était là à l'heure, hein, je dois le dire. Stéphanie, vous étiez là à l'heure pour veiller à ce que tout soit en place et tout se prépare. Je suis en train de citer, Stéphanie, tous les services de la ville qui participeront cet été comme ils le font tous les ans et qui veilleront à la bonne organisation et au bon déroulement de toutes nos manifestations. Je salue également l'Office du tourisme d'animation, et si je souligne la présence de l'Office du tourisme d'animation, je souligne aussi la présence par sa directrice de l'Office du tourisme communautaire, Madame Garcin est là. Et j'ai même en face de moi deux personnes que je vais citer, Antidian et Elisabetta. Pourquoi? Parce qu'on est à la recherche, vous le savez, depuis des années, je le dis, de ce lien qui existe grâce à vous, sur un site qui est tout aussi exceptionnel qu'ici, qui ne remonte pas du 10e, hein, Antide. Il serait plutôt contemporain, on est d'accord. Mais il a le charme, hein, et il a des signatures qui ne peuvent pas ne pas interpeller celles et ceux qui viennent à Roquebrune-Cap-Martin, et même ceux qui y vivent. Donc c'est ce lien qu'on a avec vous sur ce site, qui est un confetti, hein, c'est un confetti, mais qui est un confetti connu internationalement, on est d'accord. Hein. Donc je souligne le lien qui est avec vous, Conservatoire du Littoral et les monuments historiques. Je parle du Conservatoire du Littoral parce qu'ils sont à nos côtés également, et le Centre des monuments historiques que vous représentez ici tous les deux. Donc je salue votre présence, pour moi c'est important. Et puis vous avez vu, mon cher Antide, ma chère Elisabetta, le nombre d'élus de Roquebrune qui sont là ce soir, c'est dire effectivement l'intérêt que nous portons à ce lien, mais aussi à ce qui va pouvoir se passer cet été à Roquebrune-Cap-Martin. Je pense que c'est un programme à la hauteur du travail qui a été fourni. Anne-Hélène, vous comprendrez que je vais citer Christine, on est d'accord, et Christine est là, qui a fait un travail merveilleux. Et je sais que c'est avec vous, dans le cadre de ce qu'on va, à partir de maintenant, découvrir au niveau du château. Ça mérite effectivement d'être souligné. J'en parlais longuement avec Patrick Alvarez, qui m'a fait découvrir en avant-première la façon dont on peut découvrir sur son téléphone ce qui a été fait et l'animation qui complète effectivement la visite que vous pourrez avoir dans le château dorénavant. Et puis, je ne veux oublier personne. Je suis sensible, très sensible. Stéphanie me comprendra. Vous, les médias, les journalistes français, italiens, hein, on est d'accord, qui sont là avec nous. Pour certains, ils m'ont fait remarquer qu'ils étaient là l'année dernière, et j'apprécie effectivement cette fidélité qui est importante pour la ville de Roquebrune, parce que toutes celles et tous ceux qui vont s'exprimer et vous expliquer ce qu'ils vont proposer lors de cette saison estivale 2024, vous verrez que le travail qui a été fait, le programme qui est proposé mérite effectivement d'abord le succès que l'on attend, ça on n'a pas de doute, mais ce que l'on veut, si on veut que ce succès soit au rendez-vous, que effectivement que ce programme soit repris par vous qui êtes là ce soir et qui allez faire diffuser cette information que l'on va vous donner ce soir. Voilà, ce sont quelques mots d'introduction. Je voulais encore une fois vous dire tout le plaisir que j'ai de vous recevoir, saluer les présidents d'associations qui comptent aussi dans la vie locale. Si je me tourne à gauche, j'ai salué la présidente du comité historique, et puis son mari, qui n'est jamais loin d'ailleurs, et qui nous permet d'assister à une manifestation aussi qui s'est inscrite dans la vie locale depuis plus de 15 ans maintenant. C'est le chemin des crèches. Nous y sommes attachés, comme on est attaché à 23 ans. J'ai dit un peu plus de 15, j'étais pas loin. Merci. Et bien évidemment, comme la procession du 5 août est
le 4 août, nous disait Patrick Alvarez, le 4 août, justement, la veille de ce jour important pour Roquebrune Cap-Martin, il y aura ici des animations qui seront proposées sur ce parvis, je crois, je ne me trompé, à la veille donc de la procession du 5 août, et je pense que ça mérite effectivement d'être souligné, et je vous inviterai, vous pourrez venir, si vous vous êtes habitué à ces gradins, et que vous vous sentez à l'aise, vous pourrez revenir passer quelques heures ici, c'est sans problème, vous serez accueillis avec plaisir. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Quand je parlais des services de la ville, j'ai parlé de l'encadrement indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on est amené, et c'est normal, mais les années précédentes aussi, à vous apporter et apporter lors de ces manifestations la sécurité que le public, que ceux qui y participent attendent. Et c'est pour ça que j'ai cité les services de la ville qui travaillent en pleine solidarité. Quand on parle de la police municipale, il y a avec la police municipale cette solidarité qui existe avec les autres services pour qu'il y ait un encadrement qui vous rassure, et qui permettent des manifestations qui se passent dans la sérénité et la tranquillité. Donc j'ai cité tout cela, mais j'apprécie aussi, Anne-Hélène, je le dis, c'est au niveau de l'Office du tourisme que ça se passe, qu'il y a des services de la ville qui participent aussi aux animations. Il y a le service des sports qui est représenté par son directeur, et puis d'autres services de la ville qui viennent aussi apporter leur concours et leur contribution. Donc pour cela, soyez-en remerciés. Je vais céder ce micro, il n'y a pas de Larsen, je vous ferai remarquer. C'est bon, hein, Hélène, mais il ne faut pas s'approcher ni reculer. Pas de Larsen. Donc je veux encore une fois vous remercier. Les seigneurs, les seigneurs d'Orient, ce sont ces personnes qui se manifesteront après les interventions des uns et des autres. Et puis il y a les listes d'azur aussi, d'or et d'azur, qui se produiront également avant qu'on vous propose un petit rafraîchissement. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir choisi d'être avec nous ce soir. Ça nous touche, ça nous engage à faire toujours au mieux concernant Roquebrune Cap-Martin, pendant les périodes estivales, comme tout au long de l'année, bien évidemment, mais c'est surtout en période estivale que les choses importantes se font. Marsou ne va pas me contrarier, Marsou. Je me doute. Je pense que cet été, nous on a l'habitude de dire à Roquebrune, une manifestation par jour. Faut tenir. Mais je sens bien les choses parce qu'encore une fois, cette solidarité, cet engagement de tous au service de cette saison estivale me permettent d'être tranquille et serein. Donc merci à tous, merci d'être là. Un seul regret, il manque quelques degrés, mais bon, c'est comme ça, vous savez qu'il y a un changement climatique. On le vit même à Roquebrune Cap-Martin. On n'a pas la pluie, mais on a cette petite fraîcheur. Il manque. Vous me parlez de réchauffement climatique. Bon, alors c'est le fait du réchauffement climatique, chaud le matin, froid le soir. C'est ça, Hélène? On s'habituera, bien évidemment. Merci à tous, bonne soirée, et merci encore une fois d'être là. Merci. Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas me plier à l'exercice des remerciements comme l'a fait monsieur le maire, parce que c'est un exercice difficile et qu'il l'a déjà très bien fait. Merci à tous d'être là en tout cas. Et je vais inviter Fabien et monsieur Joanneau, s'il vous plaît, pour nous parler d'un événement un petit peu particulier cet été qu'on développe à Roquebrune, pour suivre l'actualité nationale. Alors évidemment, ça vous a pas échappé que cette année, il se passe quelque chose à Paris, cet été, et qu'à Roquebrune, on est juste derrière. Bonsoir à tous. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Paris 2024 accueillera les Jeux cet été, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Donc pour célébrer ces Jeux, suite aussi au label qu'on a reçu de Ville Active et Sportive. Donc on va célébrer les Jeux en partenariat avec les Bains du Cap, avec le directeur Alain Joannon qui est parmi nous. On a plusieurs dates, donc on a déplacé la fête du sport au 15 juin. Donc ça sera l'inauguration des Jeux de Roquebrune, marrainée par une championne olympique, Émilie Fer,
championne olympique de kayak slalom à Londres en 2012. Ensuite, on organisera un challenge de la baie, donc une traversée à la nage à travers la baie de Carnoles et un swim cross. 20 juillet, flash mob, tournoi de foot à 5 et soirée quiz. Donc tout au long des Jeux, il y aura un concours. Et je vais laisser la parole à Alain Joannon pour vous parler du village olympique qui sera présent tout au long des Jeux. Bonsoir à tous, enchanté si on ne se connaît pas encore. Donc Alain Joannon, directeur des Bains du Cap. Il est important pour les Bains du Cap et pour le groupe Récréa auquel je fais partie d'amener une dimension sport et une dimension sport pour tous, notamment sur les Jeux Olympiques, sur toute la période estivale où notre groupe a 2 centres d'accueil olympique. Le premier qui est la piscine qui va accueillir la natation synchronisée et le water-polo. Le second qui est un grand site vers Torcy où nous accueillons notamment le kayak, donc pour faire le parallèle avec Émilie Fer. On a plusieurs dates et un village olympique, un mini-village olympique où un petit peu sur un format de convention, on va pouvoir échanger avec des partenaires, on va pouvoir faire des initiations sportives et des initiations sportives pour tous. C'était très important, donc pour tout âge, en famille, entre amis, la jeunesse, un petit peu plus âgée. On peut accueillir vraiment tout le monde sur ces Jeux Olympiques. Comme l'a dit Fabien, on a plusieurs dates, donc qui s'est arrêté au 20 juillet. On a ensuite la date du 27 juillet, où on aura un Saturday Night Battle, où des équipes de danse vont pouvoir s'affronter de 19h à minuit. On a ensuite, sur le 7 août, la caravane du sport, qui va venir directement sur l'esplanade, donc vraiment une belle activité, où des initiations sportives auront lieu. Une belle animation qu'on a mis en place aussi, c'est le 10 août. Sur le 10 août, donc on aura toujours ce mini-village olympique, excusez-moi, avec un pump track qui sera monté sur l'esplanade et on aura du skate, de la trottinette, du BMX, vraiment du freestyle. La dernière date, ça sera donc le 17 août, donc retenez-la bien. Fermeture des Jeux Olympiques des Jeux de Roquebrune-Cap-Martin. 17 août, on fera un tournoi de 3v3 en basket, avec des activités sportives sur toute la digue, sur tout l'espace Jean-Jouanne. L'espace, il va se diviser en 3 pôles. Le premier pôle, ça sera donc l'esplanade, où il y a l'estrade, on va faire des belles activités et ce village olympique. Le deuxième, au niveau du City Stade, où il y aura toutes les activités sportives. Et ensuite, au niveau du Solenzara, de la plage du Solenzara, où des activités sportives aquatiques, la plupart du temps, seront disponibles. Toutes ces activités, elles sont pour tous, comme je vous l'ai dit, et elles sont également gratuites. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle saison. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire se moquait tout à l'heure un petit peu de mes propos pour vous inviter à vous asseoir sur ces gradins, que je trouve personnellement au top. Et tout le monde est assis, effectivement. Je crois que la meilleure personne pour vous parler du confort de ces gradins, c'est Chantal Martineau, qui va nous présenter son festival de théâtre. Vous remarquez qu'elle avait son petit coussin. Merci. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Chantal Martineau, je m'occupe du festival depuis de nombreuses années. Nous en sommes d'ailleurs cette année à la 49e édition. Bon, moi j'y suis depuis 38 ans, donc voilà. Et alors ces gradins, je ne vais pas être trop long parce que justement, comme le disait très justement Monsieur le maire, ils ne sont pas très confortables. Mais pendant le festival, il y a quand même des coussins. Voilà. Donc vous pourrez venir et il y a des coussins. Pas les dossiers, mais au moins il y a déjà ça. Alors donc cette année, ça sera donc le 49e, comme je viens de vous le dire. Cette année, il sera comme d'habitude très éclectique. Ça va passer de l'improvisation à la comédia dell'arte, au théâtre de boulevard, des comédies, du Molière, donc du classique carrément, qui se passeront donc ici, cette soirée au château. Bon, il fera, j'espère, un petit peu plus... que ça sera meilleur, il fera meilleur, sinon il fut un temps où on amenait les petites laines quand même. Voilà. Mais le réchauffement climatique, comme il va nous réchauffer. Donc, cette soirée au château,
pour tous les goûts, vraiment pour tous les goûts. Hein. Vous verrez, j'ai déjà déposé des flyers à l'entrée du château. Il y en a pour tout le monde. Il y a également 2 soirées au Parc des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'au château, il n'y a que 200 places, donc c'est un peu petit. J'ai commencé à faire venir des têtes d'affiche. Le premier d'entre eux a été Richard Boringer. Il est venu donc sur ce plateau. Seulement, maintenant, il y a quand même beaucoup de spectateurs. J'en suis ravi. Et il me fallait un grand. Ça marche plus, si. Donc c'est au pas. Oui, je suis peut-être trop. Ah, d'accord. Donc ça se passe des Oliviers. Et là, il y a plus de places. Donc cette année, un plateau d'humoristes avec Tano comme tête d'affiche, Jérémy Crédville, Patrick Chanfray, Oldelaf, au mois de juillet. Alors malheureusement, ça tombe, je viens d'entendre, je ne sais plus ce qui se passe le 27 juillet, là, aux Jeux Olympiques, là. Voilà, ça tombe à la même date. Bon, tant pis. Désolé, hein, mais bon, ça ne sera pas le même public de toute façon. Encore que, pour Tano, ça peut être quand même... enfin, voilà, on va dire ça. Il y a suffisamment de monde pour participer à des choses différentes. Voilà. Et le 2 août, Joe, qui est une star sur les réseaux sociaux et qui fait salle comble partout en France, à Montréal, à New York, qui va partir, qui va en Polynésie, en Australie. Donc, on a la chance de la voir à Roquebrune-Cap-Martin. Et j'espère donc que vous serez les premiers spectateurs. Et, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. On ne va pas durer plus longtemps parce que tu as dit 1h30, c'est trop long. Quand on est bien, voilà, alors si vous êtes bien, ça va. Bon, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Chantal. Donc moi, j'ai pris mes notes parce que je ne voudrais rien oublier. Même si je ne serai pas, je vais pas vous raconter toute la programmation estivale parce que comme l'a dit Monsieur le maire, on s'est presque engagé à une manifestation par jour, donc ça fait beaucoup. Donc on vous a préparé, quand vous partirez, un petit tote bag de souvenirs avec la programmation, la petite plaquette programmation. Vous aurez la totalité du programme. Pour ce qui concerne le fusil d'animation touristique, donc on va commencer le 21 juin jusqu'au 8 septembre. Ça fait exactement 80 jours. 80 jours, certains ont fait proposer un tour du monde en 80 jours. Nous, on vous propose un voyage musical. Ça fait à peu près un concert tous les 2 jours, 2 jours et demi. Donc je pense qu'il y en aura pour satisfaire tout le monde. Du rock, du blues, du jazz, de la musique du monde, des variétés. Un programme des plus éclectiques pour satisfaire le maximum de goût. Donc l'été sera musical comme d'habitude et c'est sans compter les autres animations qui ne sont pas musicales. Sur les nouveautés de cette année, alors vous avez compris qu'en sport on encourage la jeunesse qui bouge et qui a envie d'avancer. On était un petit peu sur le même axe quand on a choisi l'artiste qu'on voulait accueillir cette année au Parc du Cap-Martin. On avait accueilli l'année dernière Julien Clerc. On a un petit peu rajeuni pour 2024 avec la jeune artiste Mentissa. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas The Voice, donc Mentissa ça ne leur parle pas. Et pourtant vous avez tous, c'est sûr, tous entendu au moins une fois à la radio Ebam. Parce que on n'arrête pas d'être bercé à la musique de Ebam, Ebam, Ebam. Je ne chanterai pas parce que je chante super faux. Mais en tout cas, on est donc sur l'encouragement à la jeune création. Voilà. Sur le Parc du Cap-Martin, on sera donc le 18 juillet. Sur la musique toujours, on va lancer cet été une programmation, un nouveau concept de programmation avec un festival éco-responsable. Donc l'éco-responsabilité, c'est en vogue, mais c'est aussi un moyen d'apprécier la musique d'une autre façon. Donc le programme s'appellera donc la note verte, en référence à la note bleue pour les amateurs de jazz. La note verte, donc ça sera le week-end du 7 et 8 septembre.
Et l'idée, c'est de proposer des concerts dans des endroits totalement improbables, en pleine nature, avec la possibilité pour les plus sportifs de conjuguer la musique et la randonnée. Alors c'est pas obligé, ceux qui n'ont pas envie de marcher, ils pourront quand même aller au concert, avec une petite dizaine de minutes de marche maxi. Et ceux qui ont envie, ils peuvent programmer une petite rando dans la journée et profiter des concerts qu'on va leur proposer. Alors les concerts, ça sera sur la plage du Buz, ça sera sur pas très loin, là, sur la Coupière, sur le sentier littoral, à peu près au niveau de la passerelle SNCF. Et pour ceux qui ont déjà connu l'expérience et qui en ont redemandé, le lever de soleil à la pointe du Cap Martin. Alors c'est des moments un petit peu suspendus où le temps s'arrête et on profite. Alors on profite de la musique, dans ce cas-là de plus simple, on va dire, de plus accessible. On est en direct avec les musiciens. On utilise un peu d'énergie, mais c'est des batteries qui sont rechargées à l'énergie solaire. Et donc on est respectueux de la nature et on l'apprécie d'autant plus. Donc ça sera au mois de septembre, donc on continue. Je reprends mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Bon, on a repris cette année le concept de la soirée chill qu'on avait lancé l'année dernière, donc au parc du Cap Martin. Le mot d'ordre, c'est la détente. On est dans la convivialité, on se retrouve dans un endroit exceptionnel et on partage. Donc le seul plaisir de profiter d'une soirée d'été sous les étoiles. On aura bien sûr nos incontournables parades de l'été avec les feux d'artifice, le 13 juillet, où on sera dans la thématique des Jeux Olympiques. Alors on est au sens large, parce que c'est quand même la thématique des Jeux Olympiques dans ce cas-là de plus festif. Et sur le 14 août, on sera dans la thématique autour de la mer. Donc voilà pour cet été, les grandes lignes. Je vous dis, le programme complet, vous l'aurez dans la petite plaquette programme qu'on vous propose en sortant. Et pour l'instant, parce qu'on est quand même au château, je vous propose d'ouvrir, si vous le souhaitez, les portes du temps. Ouvrir les portes du temps parce qu'on est quand même au château et alors je ne veux froisser personne. Ce château date du Moyen-Âge. Je prends pas trop de risques. Et surtout, pourquoi on vous a invité ce soir au château? Parce que on voulait vous faire découvrir un nouveau concept de visite. Qui est donc notre troisième opus des balades captivantes qu'on a développé l'année dernière. Alors une balade au village et une balade au Cap Martin. Cette fois-ci, on reste vraiment sur le château. Vous avez une douzaine de petits panneaux, comme celui qui est derrière Stéphanie, qui vous donnent quelques indications historiques et surtout un QR code qui vous permet, grâce à votre téléphone, d'accéder à du contenu assez sympathique parce qu'on retrouve quelques reconstitutions de ce qu'a pu être le château au XIIe, XIIIe, XVe, XVIe siècle. C'est un travail de longue haleine qui a demandé beaucoup de recherche. On n'a pas voulu parler de ce qu'on ne connaissait pas ou de ce qui n'était pas confirmé. Donc tout ce que vous voyez dans les vidéos ne seront que des choses qui sont avérées du point de vue historique. Alors là, je me tourne vers ma caution scientifique, Christine Lidier, qui a travaillé avec moi, et je crois qu'on peut l'applaudir. Donc c'est une visite qui se veut à la fois
historique certes, mais pédagogique avant tout. Et quand je dis pédagogique, c'est pas que pour les enfants, parce qu'honnêtement, j'avoue très franchement que pour moi, le Moyen-Âge, c'était un souvenir très ancien. Donc là, on est sur le Moyen-Âge, accessible à tous, que tout le monde puisse comprendre pourquoi le château il est construit comme ça, pourquoi il y a des petites fenêtres, pourquoi il y a des grandes fenêtres, pourquoi il y a telle et telle chose. Donc cette visite permet de découvrir ça. Pour ceux qui ne sont pas très QR code, parce que je sais qu'il y en a encore, même si on y est de plus en plus poussé, vous pouvez découvrir tranquillement ces vidéos devant votre écran d'ordinateur à la maison, puisqu'elles sont aussi téléchargeables sur le site internet de la ville. Donc vous l'aurez compris, une bonne partie de nos efforts cette année se sont focalisés sur le château. Et pour donner vie à ce château, on a programmé, comme on a parlé tout à l'heure, monsieur le maire, une journée médiévale, le 4 août. Pendant cette journée, donc, vous aurez au château des animations avec nos trois associations partenaires, les Seigneurs d'Orient, au Lys d'Or et d'Azur, et Tsigabaran, ils sont là-haut. Et Tsigabaran qui vont nous proposer des activités autour de la thématique du Moyen-Âge. Des ateliers découvertes, des démonstrations de combat, un défilé de mode, médiéval bien sûr. Voilà, toute une série d'animations, de la danse, j'ai le CCL aussi qui va être présent, bien sûr, Chantal Martineau, avec ses costumes. Donc voilà, je vous invite tous à venir pour le 4 août à Roquebrune Village, de façon à découvrir tout ça. Alors, on parle bien sûr dans ces balades captivantes de l'histoire du château. Ça fait quand même quelques siècles. Alors on sait qu'on a été 5 siècles sous la domination des Grimaldi. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette balade dans les pas d'Augustin Grimaldi. C'est le seigneur qui a le plus transformé le château, puisqu'il a fait quelques aménagements. Et c'est surtout le seul seigneur qui a vécu au château. Mais on a été aussi sous la domination, enfin au départ c'était les comtes de Vintimille, la République de Gênes, et on a retrouvé en fait dans nos recherches la prestation de serment des Roquebrunois à la République de Gênes. Donc nos amis des Seigneurs d'Orient vont nous faire une petite reconstitution. Merci beaucoup. Alors, on va laisser place aux combattants d'abord pour vous faire une petite démonstration de combat à l'épée. Voici Philippe ici équipé en armure d'écaille, armure lourde que vous voyez, avec 25 kg d'équipement sur le dos. Et Charles, équipé également avec une épée et un bouclier. Alors les combats qu'on propose, ce ne sont pas des combats de spectacle, ce sont des combats à la touche. C'est-à-dire que ce ne sont pas des combats chorégraphiés. On va essayer de toucher l'adversaire réellement. Les épées sont non tranchantes, mais elles font 1,2 kg, c'est des barres en acier d'1,2 kg. Donc c'est pour ça que les combattants portent des casques, des gants, des protections supplémentaires pour pouvoir vous offrir un beau combat. L'idée c'est de proposer un combat d'entraînement en réalité, puisque des combats de guerre se passent en groupe, bien évidemment. Donc là ce sont des duels d'entraînement, comme ils se réalisaient à l'époque, c'est-à-dire avec des armes non tranchantes, et non pas comme on voit souvent dans les films, avec des armes tranchantes. Messieurs, vous pouvez vous saluer le public. En garde. Allez, premier assaut, combattez. Oui, ça touche. Continuez. Allez. Oui, revenez ici au centre, on souffle un petit peu. On peut les applaudir pour ce premier assaut qui demande énormément de force, de puissance et d'endurance. Comme je vous le disais, les équipements sont lourds et demandent beaucoup de stabilité.
Les combattants reprennent leur souffle. Vous avez vu, les coups portés sont des coups de taille, c'est-à-dire des coups avec le tranchant de la lame. Les épées du XIIe siècle sont des armes principalement de taille. Le grand bouclier en bois et en cuir protège bien le combattant. Et c'est une escrime donc qui se fait au bouclier et à l'épée. Vous remarquez que la posture de garde est à l'inverse de l'escrime moderne, c'est-à-dire que là, c'est la jambe gauche qui est en avant. Messieurs, en garde. Allez, combattez. Oui. Coup de pied, c'est possible, ça passe. Enfin, ça peut passer. Des coups au visage sont portés, des coups sur les bras. On voit des grands coups de taille qui viennent au niveau du torse ou des jambes. Allez, soufflez. Deuxième assaut, on peut les applaudir. Alors, comment sait-on comment on se battait au XIIe siècle? Eh bien, on fait des recherches. Nous, notre association, c'est une association de reconstitution historique. On est une association avant tout de recherche sur les sources. À partir des sources, des textes, des images et des travaux d'historiens, on peut recréer des équipements militaires et on peut recréer des techniques de combat comme ici. Donc la reconstitution, c'est une activité très variée qui peut passer évidemment par l'animation, mais c'est pas le but. Le but principal, c'est de partager des découvertes et de trouver ici, pour le coup, des techniques de combat. Alors il y a des spécialistes qui travaillent dessus, en France, à l'étranger, qui nous aident beaucoup. Messieurs, troisième assaut, en garde. Allez, combattez. Oui, touche sur l'armure et sur l'épaule. Donc le travail à distance est très important. On reste à distance d'épée. Oui, coup de bouclier au visage, ça passe. Le bouclier est une arme également. Bravo messieurs, pause, on peut les applaudir. Très beau combat. Donc Philippe et Charles, deux combattants qui reviennent à peine de Pologne où ils ont participé à la reconstitution d'une grande bataille. Et donc ils ont fait 20 heures de route pour être là ce soir. Et on les trouve en forme quand même. Bravo, bravo messieurs. Merci Cyril. Alors, eux ils reviennent de loin. Moi je suis restée à Roquebrune, mais c'est moi qui étais en décalage horaire. Pour le coup, en décalage temporel, parce que j'ai été trop vite. Et donc la prestation de serment, c'est maintenant. C'est ça. Exactement. On a préféré faire le combat d'abord pour un petit peu motiver les troupes. Alors pour la prestation de serment, je vais appeler donc les représentants évidemment de la population et les représentants de la République de Gênes qui vont s'avancer ici devant vous. Alors la population est également invitée à suivre votre guide ici. Alors, ils ont un petit peu peur de leur nouveau seigneur et Madame la Comtesse également est invitée ici à participer. Alors une prestation de serment, c'est un moment très important puisque c'est le moment où le nouveau seigneur ou le nouveau castellan, c'est-à-dire le nouveau châtelain, va rencontrer la population. Et la population, évidemment, se doit de prêter serment, d'obéir aux lois, nouvelles lois, et d'obéir à ce castellan qui se chargera de les protéger, de rendre la justice et d'assurer tout un tas de fonctions administratives, puisqu'un château fort, ce n'est pas seulement une forteresse, c'est un espace administratif. C'est la mairie, si vous voulez, c'est aussi un centre de stockage de produits agricoles et évidemment un lieu de garnison. Alors, je joue le rôle du notaire qui va vérifier si les transactions se passent bien, car tout est écrit en plusieurs exemplaires, évidemment. Moi, Frédérico de Bargono, notaire, en ce jour 29e de janvier de l'an du Seigneur 1269, prenons acte en ce château de Rocabruna du serment des chefs de famille de la dite cité. Moi, Nicolas Visconti, castellan de ce château, ordonne aux hommes de Rocabruna de venir séant prêter serment à la République génoise, représenté ce jour-ci par Messire Donano de Santo Donato. Nous, famille Sigaldi, Otto, Isoarda, Gandolfi, Ruel, Daniel, Botario, Castagna, Vidalis, Martini, Lombard, Boeri, Rocha, Rubaldi, Fossana, jurons obéissance et fidélité à la République de Gênes, en tout temps et en toute épreuve. Bien, je vous remercie. Bien, tout me semble en règle pour l'installation de ce nouveau châtelain
qui viendra ici s'installer avec quelques soldats pour monter la garde, et son administration également. Et donc les habitants seront amenés à vivre donc aux côtés de ce châtelain qui représentera la République de Gênes. Merci, merci, on peut les applaudir. Dans le nombre de familles qui ont été nommées ici, les noms de familles qui ont été nommés ici, ne représentent qu'une partie des Roquebrunois qui à l'époque ont prêté serment. On en a choisi quelques-uns parce qu'en fait on s'est rendu compte que depuis le XIIIe siècle, il y avait encore de nombreuses familles qui étaient toujours les noms de famille des Roquebrunois actuels. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est quand même pas si mal à Roquebrune. On y reste. Alors pour terminer sur le volet médiéval, pour les amateurs de visites un petit peu expérimentales, il y a aussi, enfin expérientielles plutôt, on a aussi programmé pendant l'été 4 visites théâtralisées. Alors ce seront des visites théâtralisées, mais non seulement théâtralisées, mais aussi interactives. Ça veut dire que le public sera invité à contribuer à la construction de la visite. Pour vous dévoiler un peu le sujet, vous suivrez une visite pendant laquelle on figurera le tournage d'une série en costume d'époque. Et vous serez invité soit à jouer un rôle, si vous êtes motivé, soit à faire simplement figurant, ce qui est déjà pas mal, soit si vous êtes feignant, à rien faire du tout, juste à suivre, et vous serez dans l'histoire quand même. Donc ça sera 4 fois dans l'été. Vous aurez bien sûr aussi les dates dans le programme détaillé. Et pour l'instant, moi je vous invite à suivre les chevaliers à l'intérieur du château pour découvrir la balade captivante de cette année. Et puis une surprise vous attend aussi, vous les avez aperçus tout à l'heure avec, je ne sais pas d'ailleurs comment on les appelle, enfin les combattants de l'association de l'Is d'Or et d'Azur, qui vous proposent tout en haut un combat, mais un combat un petit peu particulier, un combat de hache. On se battait à la hache, paraît-il, au Moyen-Âge. Bon, moi, je découvre un peu aussi, comme vous. Mais je pense que c'est assez spectaculaire. Donc, je vous invite à suivre les seigneurs à l'intérieur du château. Monsieur le maire a une bonne place. Donc en bas sur la terrasse, vous avez vu une petite partie du médiéval qui je pense correspondait au 11-12e siècle. Ici vous avez plutôt des combattants qui sont équipés 14-15e siècle. Donc l'équipement que j'ai ici est plutôt 14e siècle, vous le verrez par rapport à mon casque aussi. Ce qu'on a ici. Et vous avez ici un combattant qui est équipé en 15e siècle, avec une armure qui est dite milanaise. Donc c'est une armure qui a été fabriquée dans les forces de Milan, et qui a un design très caractéristique, si tu peux t'avancer s'il te plaît, qui se compose de mitons milanais, c'est la partie des mains. Nous avons ici un bras d'arme composé d'une grosse cubitière, qui est en général utilisée pour la voûte et qui sert à protéger l'entièreté du coude, et qui est détachable. Si on la détache, la seconde partie ressemblera plutôt à ça. Vous avez des spalières dites larges sur laquelle logiquement on peut mettre une deuxième plaque qui vient recouvrir jusqu'ici et donc boucher le trou qui est ici. Et nous avons un armé qui est un casque qui descend très très bas et qui couvre à la fois le haut du torse, le cou et le visage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a une bonne vue et il a un apport d'oxygène assez conséquent. Voilà, pareil pour les jambières milanaises.
elle se caractérise par, si tu peux te tourner un tout petit peu, de larges ailettes qui viennent bien couvrir l'arrière des genoux. Et cette petite particularité que vous avez ici, qui en fait va bouger en fonction du mouvement de sa jambe, pour pas bloquer au niveau de l'aine. Voilà. Donc au final c'est très fonctionnel. Au fur et à mesure du temps, l'équipement militaire évolue de manière à passer sur quelque chose qui est de plus en plus facile à porter pour les gens et qui répond à des besoins spécifiques de la guerre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mobilité en armure, elle est assez facile. C'est pas comme on voit comme dans les films, quelqu'un qui tombe par terre ne pourrait pas se relever. Je peux vous en faire une démonstration. Voilà, sur le ventre. Je peux sauter. Je peux faire des roulades. Je peux faire une roue dessus. Voilà, et je peux exécuter des mouvements comme des coups de pied aussi. Mettre son arme. Voilà, donc vous voyez, il n'y a aucun problème de mobilité. Je peux faire les mêmes mouvements que je pourrais faire dans la vraie vie. J'ai juste avoir une petite perte d'environ 5 à 10%. Voilà, sur le poids, on est environ entre 20 et 30 kg. Là, exclusivement aujourd'hui, on n'a pas mis de maille. Mais on pourrait retrouver un équipement beaucoup plus lourd sur lequel vient s'ajouter de la maille. Au niveau des bras, au niveau de l'entrejambe, là on a une jupe d'écaille. Mais on pourrait la remplacer par une jupe de maille. Et des fois, comme vous le verrez sur mon casque, soit au cou, soit qui peut venir protéger l'arrière. Voilà. Donc vous me direz logiquement, comment on tue un chevalier? Bouge pas Kevin. Je vais vous montrer déjà. Lève les bras. Voilà, sur de la frappe, il n'y a aucune chance que ça passe. Bon, elles sont émoussées, mais vous voyez, prend pas de dégâts, il y a très peu de chances que je puisse couper l'acier. Donc on va généralement utiliser ce qu'on appelle de la demi-épée. C'est-à-dire que je vais mettre mon ganté. On imagine que j'ai mon casque. Et en fait, les seules failles de l'armure, là où je pourrais le tuer, vont être là où il y a les failles, les parties non protégées. Donc je vais mettre ce que j'appelle en demi-épée. Et ce que je vais faire, c'est chercher les failles. Soit au casque, dans la visière, soit en passant par en dessous, pour remonter au cou à la gorge. Soit ici, dans les bras, au coude, les mains, derrière les jambes. Et bien évidemment, il y a la partie ici. Voilà. Après, très souvent, ce qui se passe, c'est difficile de placer de la demi-épée parce qu'on est dans un équipement qui est lourd, qui est quand même fatigant. Il faut savoir qu'à la base, on est des cavaliers. C'est pour ça qu'on a des équipements aussi lourds. Mais on peut se retrouver piéton. Si on est à pied, en général, on va pas être seul. On va être avec un contingent, des gendarmes, des gens de notre suite, mais on n'est jamais tout seul sur un champ de bataille. Et si ça arrive, eh ben, on va se rendre parce qu'en général, on est quelqu'un avec un statut social assez élevé. Et puis il y a de grandes chances qu'on nous garde en vie et qu'on nous rende à notre famille contre rançon. C'est très souvent ce qui se passe dans la chevalerie. Exception pendant la guerre de 100 ans, où les Anglais ont majoritairement décimé la noblesse française. Pas de prisonniers. Ils sont pas cool. Donc voilà, je suis sur mon champ de bataille, à cheval. Mon arme principale est la lance. Si je me dois d'être à pied, je peux être équipé d'une épée longue, d'une épée à une main, d'un petit bouclier. Mais j'ai pas forcément besoin d'un bouclier dans un équipement pareil. On va aussi privilégier la hache à une main ou le marteau d'armes ou la masse à ailette. La dague aussi, c'est une très bonne arme. Et puis le dernier recours, ça va être la lutte. Très souvent, on va essayer de jouer comme ça. On va passer à côté, on va se retrouver dans cette position. Là, à ce moment-là, mon arme ne me sert quasiment plus à rien. On va passer sur de la lutte. Comme on pourrait le voir dans toutes les disciplines martiales d'aujourd'hui, judo, karaté, la mécanique corporelle reste la même. Donc là, très facilement, ce que je peux faire à partir d'ici, c'est ça. Une fois qu'il est dessus, monter, le mettre en joue pour qu'il se rende. Ça va ? Oh. On a dû mettre une dague et le mettre en joue et lui faire crier merci. Voilà, on a aussi un autre aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que il y a aussi des périodes de paix et les gendarmes, ils s'ennuient un petit peu, donc qu'est-ce qu'ils veulent faire?
ils veulent un petit peu d'activité pour se dépenser, se foutre un petit peu sur la figure. Et donc ils vont organiser des tournois. Donc ça peut être de la joute équestre, comme tout le monde le connaît, mais ça peut aussi être de la joute à pied. La joute à pied, il peut avoir différentes règles, par exemple on peut avoir, ça peut être en 4 rounds avec 4 armes différentes. Donc on va s'affronter à la lance, on va s'affronter à la hache, on va s'affronter à l'épée, on va s'affronter à la dague. Ou ça peut être à la touche, ou ça peut être à la soumission. Ça peut être, voilà, les règles varient en fonction des seigneurs, du contexte géographique, de l'époque. Voilà. Là, ce qu'on va vous faire, c'est une démonstration de combat qu'on verrait dans le pas de 10, donc dans ces jeux entre nobles. Et on va faire ça avec ceci, qu'on appelle une hache de pas ou une hache de la. Alors, celle-ci, pour des raisons de sécurité un petit peu plus rudimentaires, en fait, une hache de pas se constitue de 4 parties. Une pointe ici, qu'on n'a pas mis pour des raisons évidentes, qui va servir à l'estoc, une ZAD, ici. Une hache, qui va servir à frapper, accrocher les lanières et les déchirer, qui peut éventuellement servir à aller chercher derrière les articulations. Ah, bah celle-là, elle accroche très bien. Vous avez compris. Un marteau qui va me servir à aller emboutir la plaque et potentiellement gêner certaines articulations. Et très généralement, on a aussi une pointe ici qui nous permet en fait de l'utiliser comme d'un rameur. Je suis ici, estoc, coup de hache, estoc, je passe ici. Voilà. Donc là, on va vous faire une petite démonstration. Je vais essayer de distancier, mais si vous m'entendez pas avec les coups et tout. C'est pas juste vous m'entendiez parce que ça va faire un tel résultat. Je vais pas de l'autre côté, Cécile. Oui. Allez, on les encourage. Allez, allez, les gars. Cécile, quand tu veux pour le top. En garde. Commencez. Ça va, Kevin? Ça va. Maintenant, on va passer sur de l'épée à deux mains, qui est aussi un peu l'arme de prédilection du chevalier en tournoi. Ça va être un petit peu comme on a vu en bas, du combat à la touche. Pour le dernier échange, on passera sur de la demi-heure. Ok. Allez, on est courage. C'est chaud. Allez les gars, allez, bravo! Bravo, bravo!
son souffle, c'est assez physique. Voilà, pour en revenir sur le poids, je disais tout à l'heure une trentaine de kilos, mais le poids est plutôt bien réparti sur le corps. Donc au final, comme ça on perd pas beaucoup de mobilité et on se fatigue à la longue parce que on vient à manquer un peu d'oxygène. Donc mine de rien, ça représente un peu de poids. Mais voilà, on s'y fait. Ça demande énormément de conditions physiques, de cardio. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Could someone explain it? Is the high ever worth the pain? Podologue, ok. Pour les chevaux. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Roquebrune-Capartin.